Schiltigheim, qui est, comme tout le monde sait, la capitale de la bière d'Alsace. La Cité des Brasseurs, le podcast. Aujourd'hui, c'est à un véritable monument que nous allons nous attaquer. Une vieille dame séculaire, témoin de toutes les époques, de tous les régimes politiques, la brasserie Schützenberger. Fondée en 1740, elle est la plus ancienne des 5 fantastiques brasseries alsaciennes. Son nom est gravé dans le marbre de l'histoire brassicole. Tout commence avec Jean-Daniel Schützenberger, issu d'une famille autrichienne installée à Strasbourg depuis 1650. Brasseur de formation, il obtient son certificat en 1764 à Mannheim. 2 ans plus tard, il épouse la veuve de Jean-Melchior Klein, héritière de la brasserie royale, située rue des Balayeurs, dans le quartier strasbourgeois de la Cruteno. En 1768, à seulement 29 ans, il se trouve à la tête de cette brasserie qu'il exploite avec son épouse. Alors vous allez me demander, pourquoi retient-on cette date de 1740 comme date de la fondation de la brasserie Schützenberger, alors que Jean Daniel n'en prend la direction qu'en 1768? Eh bien tout simplement parce que la veuve Melchior possédait l'usufruit de la brasserie royale depuis cette date. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom de brasserie royale? Là c'est plus mystérieux. Certains historiens affirment que cette brasserie fournissait la bière aux troupes de Louis XV et de Louis XVI, et qu'elle bénéficiait d'un monopole de fourniture de bière pour la couronne. Il n'y a néanmoins pas de preuve de ces éléments. La brasserie s'agrandit peu à peu au sein de la Cruteno, et Jean-Daniel Schützenberger devient une figure majeure du monde brassicole. En 1789, il prend la tête de la Corporation des brasseurs. Il a alors 52 ans. Avec la Révolution française, la brasserie change de nom et devient la Grande Brasserie de la Patrie, une raison sociale sans doute plus conforme aux idéaux de la Révolution française. Jean Daniel était un brasseur respecté, un bourgeois influent, mais aussi un homme d'affaires très actif notamment dans les prêts financiers. À sa mort, en 1795, c'est son fils, Georges Frédéric Schützenberger, qui prend la relève. C'est à cette époque que la famille Schützenberger développe et investit dans de nombreux estaminets et débits de bière, et qui constitueront plus tard le socle d'un véritable empire immobilier. Cet empire aidera considérablement la brasserie après les guerres, et notamment dans ses relations avec les banquiers, mais compliquera aussi la succession lors de sa fermeture. La dynastie Schützenberger n'est pas qu'une lignée de brasseurs protestants, à l'image des Hatt ou des Erhardt. On y trouve également un chimiste de renom, un peintre, un maire de Strasbourg, un professeur de médecine, et bien sûr, plusieurs brasseurs, dont le plus célèbre, Louis Schützenberger, l'homme qui introduit en Alsace la bière de fermentation basse. Nous voici à présent au XIXe siècle avec Louis Schützenberger, petit-fils de Jean Daniel, qui va faire basculer sa brasserie en particulier et la brasserie en général dans la modernité. Louis Schützenberger, c'est un esprit d'innovation, un pionnier, et on peut même le considérer comme l'un des artisans de la seconde révolution brassicole. Il comprend notamment le rôle essentiel joué par le froid en brasserie. Et à cette époque, la brasserie Schützenberger est aussi une importante glacière. Plus de 20 000 mètres cubes de glace en été que l'on vend à tous, car n'oublions pas, le réfrigérateur n'existe pas encore à l'époque. En 1844, il fait creuser à Schiltigheim d'immenses caves à glace. L'hiver, les ouvriers découpent des blocs dans les rivières gelées de l'Aar ou de l'Ill et ils les entreposent sous terre dans ces caves. Cette glace sert à 2 choses différentes. La première, à brasser de la bière de fermentation basse, selon le fameux procédé bavarois que Louis Schützenberger importe pour la première fois en 1847 en Alsace. Et la seconde, à brasser de la bière toute l'année, car avant cela, la bière ne se produisait qu'entre la Saint-Michel et la Saint-Georges. Il existe un plan connu de ces galeries qui est très impressionnant et c'est un réseau souterrain assez tentaculaire. Et, entre parenthèses, aujourd'hui, c'est un sujet d'urbanisme et d'aménagement compliqué à gérer, puisqu'il se trouve que ces caves ont tendance à s'affaisser et sont dans un état de dégradation très avancé. Le froid industriel ne sera inventé qu'à partir de 1875 par les établissements Curie, et il fallait donc bien s'adapter, et les besoins en glace étaient à l'époque colossaux.
En 1863, il entreprend la construction d'une malterie-brasserie moderne à Schiltigheim, après y avoir construit sa villa. Il faut bien avoir en tête que le Schiltigheim de cette époque n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un bourg de 3700 habitants et les abords de la brasserie sont encore très verts, hein, c'est essentiellement des champs. En 1866, la brasserie est opérationnelle et le site de la rue des Balayeurs est intégralement transféré. Et longtemps, cette brasserie sera considérée comme l'une des plus belles d'Alsace. C'est aussi à partir de cette époque que le laboratoire, le nettoyage à la vapeur et les premiers instruments de mesure scientifiques se développent en brasserie et permettent de faire un produit, une bière de qualité constante. En 1867, Schützenberger présente leur bière de fermentation basse à l'exposition internationale du houblon de Haguenau, et c'est un triomphe, la médaille d'or et une reconnaissance officielle. La bière alsacienne s'impose comme l'égale de la bière allemande. L'architecture du site de la brasserie Schützenberger mérite à elle seule qu'on s'y arrête en détail. Il y a 3 grandes périodes d'évolution architecturale qui se distinguent. La première, c'est la construction originelle de 1866. Puis, on a une étape de modernisation vers 1914. Et puis enfin, on a les transformations des années 30. Et pourtant, malgré ces évolutions disparates, l'ensemble architectural conserve une harmonie remarquable, typique de l'architecture industrielle, notamment d'inspiration allemande. Elle n'a pas subi de dommages de guerre, cette brasserie, et aucun bâtiment historique n'a été détruit dans la rationalisation des années 70-80, ce qui est assez rare, hein, quand on pense au site de la brasserie de l'Espérance, notamment, vous le savez, on a une tour art déco qui a été détruite pendant cette période-là. Là, ce n'est pas le cas. Le site est vaste, puisqu'il fait 2,7 hectares, et on trouve 23 bâtiments, dont 20 à vocation industrielle. Chaque bâtiment a sa fonction, et malgré la rigueur utilitaire, le tout reste d'une grande élégance. Au centre de la cour se dresse un petit édifice devenu mythique pour tous les amateurs de brasserie, un kiosque à horloge à 4 faces, construit en 1914. Son architecte, c'est Johann Ludwig Langeloth, bien connu dans le milieu brassicole, puisque c'est également lui l'architecte de la grande et magnifique malterie Fischer-Pêcheur à l'entrée sud de Schiltigheim. Cet édicule, cette horloge, est devenu pour tous les Alsaciens le symbole de Schützenberger, et vous pouvez découvrir son plan détaillé d'époque sur la plateforme POP. Derrière cette horloge s'ouvre une perspective emblématique du site qu'on a vue sur tant de documents, et notamment de factures. La salle de soutirage, reconnaissable à ses 2 pignons, ses frises d'arceaux et ses fenêtres cintrées. Non loin, l'ancienne canetterie, surnommée le bâtiment blanc par les Chilicois, qui affiche fièrement les dates de 1740 et de 1950, ainsi que le logo, le sagittaire, l'emblème de la brasserie sur un des pignons. Enfin, la salle de brassage, remaniée en 1936, quoique d'inspiration assez rustique, rivalise d'élégance avec celle de ses consoeurs. Mosaïque au sol, représentant notamment le sagittaire, et vitraux signés des maîtres verriers Hoth. C'est la seconde plus belle d'Alsace, juste après celle de l'Espérance. On retrouve une forme d'ostentation chère aux puissants brasseurs protestants de l'époque, fiers de leur outil de travail. Et puis, derrière, survivante de son espèce, la tour de refroidissement, typique des années 1920. À l'époque, les brasseries étaient organisées en bloc chaud, le brassage, et en bloc froid, le refroidissement et la fermentation. Cette tour de refroidissement est typique, et donc elle était basée sur un système en cascade, avec dans la partie supérieure des bacs plats qui permettaient de refroidir le brassin, qui après descendait les étages en lien avec des instruments qu'on appelait des beaux de l'eau. Après cette petite parenthèse d'architecture industrielle, nous repartons en 1871, au lendemain de l'annexion. La brasserie devient logiquement la Brauerei zum Vaterland. L'Alsace passe sous domination allemande, mais la brasserie demeure familiale. Louis Schützenberger meurt en 1887 et son fils, Oskar, alors à l'époque ténor chanteur à l'opéra, lui succède avant de s'éteindre lui-même en 1904. Puis vient Louis Oskar Schützenberger, qui dirigeait la brasserie jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale.
En 1908, la production à Schützenberger atteint 80 000 hectolitres de bière, un chiffre honorable, même si la brasserie du pêcheur, Adelshofen, et la brasserie Gruber font mieux. Alors qu'Adelshofen a dû fusionner avec la brasserie Münsterbräu et que la brasserie pêcheur a absorbé d'autres brasseries pour faire face au rétrécissement du marché français suite à la défaite de 1870, Schützenberger, elle, ne fusionne avec personne et ne rachète personne. C'est à cette époque, vers le milieu des années 20, que le logo du Sagittaire est apparu. Ce n'est pas un simple archer, c'est un archer chevauchant un bouc, un symbole fort dans le monde brassicole. Et pourquoi ce Sagittaire? Tout simplement parce qu'en allemand, Schützenberger peut se traduire par l'homme du Sagittaire, le Sagittaire. La brasserie poursuit son expansion et en 1926, la production grimpe à 100 000 hectolitres. L'année suivante, la brasserie devient une société anonyme. À l'époque, le marketing bat son plein et c'est l'époque des plaques émaillées, des verres, des sous-bocs et cette espèce d'effervescence de la brasserie alsacienne de l'entre-deux-guerres. Le site se transforme aussi profondément, avec en 1924 la modernisation de la canetterie, en 1925 l'installation d'un atelier de menuiserie, la tour de refroidissement du mou, qu'on a déjà évoqué en 1933, la nouvelle salle de brassage, également évoquée en 1936, et puis en 1939, la production atteint 150 000 hectolitres, qui devient déjà un chiffre assez important. Louis-Oskar Schützenberger dirige la maison pendant les années les plus difficiles, les plus sombres, et notamment pendant cette période du début de la Seconde Guerre mondiale. La guerre bouleverse tout, comme nous l'avons vu sur les autres épisodes du podcast. Il y a des pénuries, rationnements, la main-d'œuvre est difficile à avoir. On a un certain nombre d'ouvriers qui sont intégrés, notamment dans la Wehrmacht. Et puis, une seule bière est brassée, une bière de faible densité, qui d'ailleurs ne plaît pas beaucoup aux consommateurs. On a également l'évacuation de Strasbourg, qu'on a déjà cité en 1939. Et en 1940, un certain Charles Walter entre à la brasserie Schützenberger comme juriste. Il deviendra, vous le verrez, un personnage clé de l'histoire de la brasserie après la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ferment la malterie pendant à peu près toute la période de la guerre, et la brasserie, en somme, tourne au ralenti, mais comme ses consoeurs, elle réalise des profits. En 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, Louis-Oskar Schützenberger meurt. Il sera le dernier Schützenberger à diriger la brasserie. À la sortie de la guerre, la vieille dame Schützenberger a quelques difficultés comme les autres brasseries, mais n'a pas été détruite ou partiellement détruite comme la brasserie Fischer ou comme Kronenbourg. Elle n'a donc pas d'importants travaux à réaliser et elle peut finalement redémarrer assez rapidement son activité normale. En 1955, par contre, une menace très sérieuse s'abat sur la brasserie. Cette année-là, 4 brasseries voisines, Kronenbourg, Pêcheur, la brasserie de Colmar et la brasserie de l'Espérance, prennent une participation majoritaire dans son capital. En septembre, elles achètent à Irène Schützenberger, fille de Louis-Oskar Schützenberger et 6e génération de la lignée, 1300 actions chacune, soit 52% du capital de la brasserie. C'est un basculement historique. Derrière ces chiffres se cache en réalité une manœuvre redoutable et, disons-le, peu confraternelle des brasseurs. Ces brasseries deviennent de facto maîtresses du destin de Schützenberger. Une convention juridique encadre la vente et cette convention, vous allez le voir, deviendra le cœur d'un contentieux juridique ultérieur. De 1955 à 1967, c'est Jean Hatt qui assure la direction générale de la brasserie Schützenberger. Mais le climat est tendu. Les brasseries propriétaires veulent rationaliser l'outil de production et faire tourner la brasserie à minima, dans l'optique de la fermer. L'administrateur Jean Hatt, lui, est plus dynamique et concède quelques investissements, ce qui tend les relations entre les actionnaires. En mai 1968, la décision tombe, la brasserie doit fermer à la fin de l'année. Il est prévu que seule la malterie sera maintenue, le reste du site sera démantelé et arrêté, et surtout, les nombreux actifs de la brasserie, c'est-à-dire les bars et les restaurants qui appartiennent à Schützenberger, une forme de trésor de guerre finalement, sera vendu et les sommes partagées entre les 4 brasseurs. Irène Schützenberger n'entend pas ainsi. Elle est âgée à l'époque de plus de 70 ans et il avait été convenu que la brasserie ne fermerait pas de son vivant. Elle s'allie alors avec un homme qu'on connaît,
qui est d'une fidélité absolue, c'est Charles Walter, le juriste entré à Schützenberger en 1940, devenu entre-temps directeur commercial. Ils attendent alors un procès, et en 1971, le tribunal de Strasbourg puis la cour d'appel leur donnent raison, la vente des actions Schützenberger de 1955 est annulée. Les Schützenberger-Walter reprennent la main et sauvent la brasserie. En remerciement pour ses services rendus, Charles Walter deviendra le PDG et sa fille deviendra la légataire universelle d'Irene Schützenberger et hérite donc du volume des actions de la vente annulée de 1955. Cette fille, vous la connaissez forcément, il s'agit de Rina Müller. Rina Müller naît en 1940, l'année même où son père d'ailleurs entre à la brasserie Schützenberger. Elle est juriste de formation et elle va consacrer toute sa vie à la brasserie. Elle va exercer différentes fonctions aux côtés de son père tout d'abord, puis seule, administratrice, directrice administrative à la fin des années 70, responsable export, un poste qui la fera beaucoup voyager, puis elle devient en 1980 directrice générale et enfin PDG en 1994. C'est une première et c'est la seule femme à être à la tête d'une brasserie en France. Et quelle femme! Rina Müller est solaire, moderne, charismatique, toujours vêtue de tailleurs colorés et élégants. Et surtout, elle a une véritable vision de la bière et de la brasserie, vision qu'elle partage. Elle est par ailleurs adepte de la communication et se confie volontiers à la presse. Elle confie ainsi: Je ne suis pas lié par certains codes et je suis par exemple plus crédible quand je dis que la bière, qui a longtemps eu une image virile, est une boisson aussi pour les femmes. Ou encore, j'ai voulu montrer qu'il était possible d'innover dans la tradition, cette dernière phrase étant son mantra. Cette véritable vision de la bière a pu dérouter, dans le monde, il faut le dire, assez feutré, traditionnel et masculin, de la brasserie alsacienne. Certains l'ont d'ailleurs taxée à l'époque d'être une aristocrate de la brasserie, en raison de cet attachement à l'esthétique et à la beauté. Il y avait aussi sans doute un décalage entre son image et celle de son père, décrit comme un homme de fer au nerf d'acier et réputé, il faut le dire, assez rude. C'est sous la direction de Rina Müller que Schützenberger prend un virage haut de gamme, axé sur les bières de spécialité, des bières à forte valeur ajoutée, mais à plus faible volume de production, mais avec des marges financières supérieures. Elle va donc développer ce marché, et les bières Schützenberger se retrouvent ainsi dans les palaces parisiens, sur les tables étoilées, et même dans la prestigieuse chaîne Relais et Château. Elle édite également un livre de recettes gastronomiques qui traite de l'accord Mes bières, et Schützenberger, la brasserie, obtient la distinction du Coq d'or qui récompense les meilleurs savoir-faire artisanaux. La bière alsacienne s'exporte également jusqu'aux États-Unis, et Rina Müller elle-même présentera en 1998 en Californie aux acteurs Paul Newman et Jack Nicholson sa bière, la Jubilator. Rina Müller à l'époque peste aussi contre la loi Evin, qui interdit la publicité à la télévision, elle qui est férue de la créativité des brasseurs étrangers et des spots publicitaires télévisés. Et puis il y a le coup marketing efficace avec la Jubilator et la reprise du buveur de bière du peintre Gustave Brion, cette image traditionnelle d'un homme qui regarde la bière en tenant le verre à bière du bout des mains, qu'on retrouve sur les étiquettes Jubilator, les verres et les bouteilles. Cette bière deviendra un symbole, une identité. C'est enfin sous sa direction, en 1995, que naît la bière Tutz, une bière élégante et innovante, une bière de type Ice Beer, dont la fermentation est ralentie par l'adjonction de glace. Enfin, il est impossible de parler de Rina Müller sans parler d'Albert Gass, ce maître brasseur d'exception, qui relança notamment en 1985 la bière de Noël, ramenant à la vie une tradition oubliée. Mais le grand projet de Rina Müller, c'est sans doute la réouverture en 1999 de la brasserie-restaurant Schützenberger située place Kléber au cœur de Strasbourg. L'établissement a été fermé depuis 1995 et a été entièrement repensé et rénové par l'architecte Jean Nouvel. C'est un lieu à la fois futuriste et convivial que Rina Müller aimait à présenter comme la taverne du XXIe siècle, comme les tavernes existaient à l'aube du XIXe siècle. 300 places, une terrasse suspendue,
une architecture audacieuse. Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous. Le restaurant ferme dès 2004, puis est placé en liquidation judiciaire. C'est un gouffre financier qui d'ailleurs donnera à un long contentieux juridique. Malgré des réussites indéniables, notamment portées par sa véritable vision de la brasserie et de la bière, le contexte devient très difficile pour la brasserie Schützenberger à l'approche des années 2000. Nous sommes en 1996 et Fischer vient d'être vendu, ou s'est vendu plutôt, à Heineken. Le marché alsacien est désormais dominé par deux géants, Kronenbourg le rouge et Heineken le vert. Et face à eux, seule la brasserie Météor et la brasserie Schützenberger demeurent indépendants. Et tous craignent de disparaître dans une France qui consomme de moins en moins de bière. Dans un article de l'Express paru en 1996, intitulé Brasseur, l'Alsace sous pression, Rina Müller déclare aux journalistes: Dites bien que nous ne voulons pas survivre, nous voulons vivre. Hélas, les investissements dans l'outil de production manquent cruellement chez Schützenberger. Les années 80 et 90 laissent des installations vieillissantes. En 1995, un effort est fait, 7 millions de francs sont injectés dans la modernisation. Mais c'est insuffisant. En 2004, Rina Müller s'éteint, elle décède, et c'est un immense vide. Sa fille, Marie-Lorraine, lui succède à la présidence. Mais les temps sont durs. En 5 ans, la production s'effondre à 80 000 hectolitres et le chiffre d'affaires suit cette baisse. 69 salariés s'accrochent encore à leur outil de travail, mais les caves et les bâtiments sont dans un piteux état. L'embouteillage est obsolète, les investissements nécessaires et près de 10 millions d'euros sont nécessaires et paraissent inaccessibles. La brasserie a toujours été une industrie très gourmande en capitaux. C'est vrai en 1890 comme en 2005. Marie-Lorraine Schützenberger-Müller va refuser plusieurs offres de reprise, notamment de repreneurs allemands. Elle envisage de vendre une partie du terrain pour financer la modernisation de la brasserie, mais les délais administratifs, notamment pour la modification du plan d'occupation des sols, sont trop longs pour permettre cette opération de vase communicant. Le 22 octobre 2005, dans une interview aux Dernières Nouvelles d'Alsace qui lui demande si elle croit encore en l'avenir de sa brasserie, elle déclare: Évidemment que j'y crois, on ne raye pas d'un trait de plume 265 ans d'histoire. Et pourtant, quelques mois plus tard, en avril 2006, la brasserie est placée en liquidation judiciaire. 4 repreneurs potentiels se présentent, mais le tribunal rejette toutes les offres. Ainsi s'éteint la brasserie Schützenberger. La brasserie est maintenant une friche industrielle, comme en Chili qu'on connaît malheureusement de nombreuses depuis plusieurs années. En 2008, une partie des bâtiments est classée monument historique, en hommage à leur valeur patrimoniale et à la splendeur de l'architecture comme nous l'avons vu. Les dernières nouvelles d'Alsace titrent alors Une partie du patrimoine brassicole sauvé, mais quel avenir pour le site? Et force est de constater que plus de 15 ans plus tard, la question reste particulièrement d'actualité et douloureuse. Les bâtiments, malgré leur classement, souffrent d'une dégradation très avancée. Mais la mémoire de Schützenberger, elle, résiste. Il y a eu notamment 2 tentatives pour relancer la marque. La première tentative est en 2013, sous l'impulsion de Marie-Lorraine Müller et d'Albert Gass. La bière était brasserée à la brasserie de Saverne, le site de Schittigheim n'étant plus exploitable. Cette tentative était émouvante, mais éphémère, et n'a pas fonctionné plus que cela. D'ailleurs, en 2016, Marie-Lorraine Müller s'éteint à son tour à seulement 49 ans. Et avec elle se referme pour de bon la longue histoire de la brasserie Schützenberger. En 2025, lors de la fête de la bière de Schillig, la brasserie de Schillig, ex-brasserie Storig, qui a racheté les marques Schützenberger, brasse pour la fête de la bière la Jubilator et la Pils. De son côté, le site industriel en friche a été racheté par un grand groupe immobilier et se cherche encore un avenir entre hôtels de luxe, logements, locaux et sans doute cellules commerciales et artisanales. Brasserie séculaire, pionnière de la fermentation basse, symbole de l'audace alsacienne, la brasserie Schützenberger reste, dans la mémoire des amoureux de la bière, une vraie légende.